Toujours avec Fabrice à l'Égoët de Osez vos droits. Rebonjour Fabrice. Rebonjour. Alors on va aborder au moins un sujet qui ne change pas, c'est les droits à la formation. Voilà, on est heureux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne pour peu que les gens se forment. En moyenne, les gens mettent un an et demi avant d'exiger une formation. Alors, le CSE, ça a été quand même suffisamment rabâché de partout sur les zones, etc. En 24 heures, on est formé. Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, j'avais devant moi des élus en décembre 2017. On est en septembre 2018. Ça vous donne une idée du temps qu'il aura fallu pour qu'ils prennent conscience de l'utilité de cette formation et de l'urgence de la faire avant d'avoir avancé dans le mandat. Et quand ils arrivent en formation, la plupart des gens que je croise depuis plus de 15 ans me disent cela. À la fin de la formation, on découvre qu'on n'a jamais fait le job tel qu'on aurait dû le faire dès le lendemain de l'élection. Et ce qui est normal, nul ne peut investir un sujet alors qu'il n'y est pas formé. Combien de CE, tiens, puisqu'on va donner quelques exemples comme ça pour montrer que la formation c'est indispensable, combien de CE n'ont pas de règlement intérieur? Alors, je ne pourrais pas donner de chiffres, il n'y a pas de statistiques officielles, mais dans les clients que j'accompagne depuis plus de 15 ans, on pourrait dire que c'est 1 sur 2. Combien de CE ne savent pas qu'il faut 2 comptes séparés pour le fonctionnement et les activités sociales? Pareil, 1 sur 2, 1 sur 3 pour ceux qui ont déjà fait une petite formation, qui sont venus sur des salons. Mais le règlement intérieur, d'ailleurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Non seulement 1 sur 2 n'ont pas de règlement, ou 1 sur 2 héritent d'un règlement qu'ils n'ont jamais retouché, ou 1 sur 2 font un règlement qui est inutile dans son application parce qu'ils n'ont pas pris la dimension de qu'est-ce qu'on met dedans. Donc au final, même quand ils ont un règlement, il est souvent inapplicable. Combien de CE confondent heures de réunion et heures de délégation? Un paquet. D'ailleurs, les employeurs se jouent de cela, notamment pour mettre un peu la pression sur le temps de travail. Alors, la plupart de ceux qui nous regardent connaissent ces choses-là, puisque il semblerait que c'est les plus formés qui regardent ce que nous diffusons. Bon, tant mieux. Oui, c'est un peu paradoxal. En espérant qu'il fasse passer le lien. Mais c'est pour montrer le côté indispensable de cette formation, parce qu'on n'invente pas la loi. Non. La loi, elle est écrite, il faut l'apprendre. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi je le répète et je le rabâche, ceux qui viennent en réunion, l'employeur, ses collaborateurs, avec le CSE, il peut venir avec 3 collaborateurs. Là où avant, il était limité à 2, bien que souvent il venait d'ailleurs à 3, voire à 4. Ils viennent avec des collaborateurs formés, aiguisés. Il n'y a pas d'approximation ni dans leur langage, ni dans leur posture. Et avec des dossiers travaillés depuis des mois. Et avec des dossiers travaillés, avec des experts qui ont même participé à la réussite ou au succès de ces dossiers. Et ils vont se retrouver face à des élus souvent qui sont décousus dans leur discours, qui sont opposés les uns aux autres et qui ne sont pas préparés. Et si en plus on rajoute qu'ils ne sont pas formés, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce que sont les enseignements de la loi ou des pratiques acceptables dans l'entreprise, eh ben on est face à, j'ai envie de dire, une parodie. Et ce qui est caricatural, parce que là aussi, même les plus formés se laissent savoir, ils arrivent avec leurs dossiers, leurs experts et maintenant leurs 3 personnes qu'ils peuvent amener, et ils lancent la procédure d'info-consultation. Alors qu'un CE formé dirait information, puis consultation. C'est-à-dire que vous allez arriver en réunion en face de 3 interlocuteurs qui ont des dossiers travaillés depuis des mois par des experts, etc. Et on va vous demander en un quart d'heure de donner un avis. Si vous étiez formé, vous saurez que c'est l'information, qu'on négocie le délai durant lequel on doit donner son avis, et puis il y a la consultation. Ça fait partie de la formation, et ça fait cruellement défaut aussi. Alors, c'est vrai que par exemple, ça c'est un très très bon exemple parce que la plupart des gens qui viennent en formation et qui découvrent ce qu'on appelle le processus consultatif découvrent qu'il y a 5 étapes. Et en particulier, l'étape où déjà on prend conscience que le projet par lequel on est susceptible de rendre un avis doit être préalable à toute prise de décision. Et le pire, c'est qu'en réalité, non seulement l'employeur fait des raccourcis information consulte, mais il vient avec un projet ficelé. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas d'espace au débat, il n'y a pas d'espace à la concertation ou à la consultation. Il n'attend pas d'ailleurs des élus qu'ils fassent des propositions, qu'ils soient capables d'aller chercher des alternatives au projet. Ils attendent simplement une bénédiction, une forme d'adoubement collégial pour avoir une légitimité face aux salariés en leur disant « mais vous avez vu, vos élus ont tout accepté, ils n'ont pas bronché ». Et quand ça fonctionne comme ça, les employeurs sont très très sympathiques. Et les élus d'ailleurs confondent cette sympathie masquée avec « ça se passe bien dans notre entreprise ». Alors, la formation, c'est un droit, vous avez les budgets pour, n'hésitez pas. Alors, il y a quand même un petit changement, c'est celui de la formation de ce qu'étaient précédemment les élus de CHSCT. Là, il y a quand même un changement.
Alors oui et non. En fait, comme on a transféré la compétence santé, sécurité et conditions de travail au CSE, on considère que cette formation est accessible aux membres titulaires. Contrairement à avant, où le CHSCT, comme il n'y avait pas cette distinction titulaire-suppléant, on parlait des membres du CHSCT. Donc il y a cette petite nuance, mais qui existait déjà avec la délégation unique du personnel, élargie par la loi Rebsamen au CHSCT. Les membres qui souhaitaient se former au CHSCT, finalement, n'étaient que les membres titulaires. Pour les suppléants, on peut tout à fait négocier leur accès à la formation pour peu que l'employeur comprenne l'urgence, qui n'est pas forcément la même du côté des élus. Qui la paye ? Alors c'est l'employeur, contrairement à la formation économique où c'est encore au CSE de la supporter avec son budget de fonctionnement, encore une raison d'ailleurs de ne pas dilapider ce budget. Et puis il y a une autre particularité qui peut permettre d'ailleurs de biaiser un peu le système, c'est que les membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail dans une entreprise de 300 salariés et plus peuvent bénéficier également de la même façon que les membres titulaires du CSE de cette formation. Si jamais par exemple ces membres sont des suppléants qui ont été désignés par leur pairs au sein du CSE pour faire partie de cette commission et qu'ils y siègent, ils auront droit à cette formation, bien qu'ils sont suppléants, parce qu'ils sont membres de la commission. C'est une façon d'élargir le champ des formés. Alors, pour répondre à quelques arguments de ceux qui vont nous regarder et qui vont dire il est gentil Fabrice, mais il est en train de nous dire de garder notre budget pour pouvoir le dépenser chez lui. C'est-à-dire quand on va voir le médecin, il nous donne pas des médicaments pour qu'on aille les dépenser chez le pharmacien. Il fait en sorte qu'on puisse se soigner. Et Fabrice vous explique que ce budget-là de fonctionnement, dont on a parlé dans une émission précédente, sert à se former, sert à s'informer, sert à pouvoir faire appliquer les droits de représentation du salarié, parce que ce sont de véritables droits qu'on est en train de tourner la manivelle à perdre ses droits si on ne le fait pas. Il faut être strict sur le respect des lois. Alors, la formation, moi je dis qu'elle a trois atouts. D'abord, c'est une pause dans le travail des élus. Quand ils arrivent en formation, entre guillemets, ils font plus attention à rien, ils se laissent un petit peu faire, un petit peu emmener. Et donc, quand on fait une formation en intra-entreprise, les élus prennent ce temps pour discuter entre eux, pour réfléchir calmement, pour imaginer des lendemains meilleurs et pour se remettre un petit peu en selle. Donc, à la fois, il y a une forme d'acquisition de savoir, mais il y a aussi une pause intellectuelle qui permet la réflexion collective. Deuxièmement, c'est une façon aussi de faire correspondre l'existant au réel. Le réel, c'est la loi. L'existant, les usages, parfois on est hors la loi et on ne le sait pas. Et dans beaucoup de pratiques que j'observe, on a des élus qui croient dur comme fer que ce qu'ils font, parce qu'ils le font depuis 20 ans, c'est la loi, alors qu'en réalité, ils sont hors la loi depuis trop longtemps. Oui, et pour quelques raisons simples, dont une, quand on fait les choses comme ça depuis 20 ans, et qu'on ne s'informe pas et qu'on ne se forme pas régulièrement, on oublie que les lois changent et que la jurisprudence intervient. Et que donc ce qui était vrai hier n'est pas forcément aujourd'hui. Bah oui, ça évolue. Moi j'appelle ça un droit vivant. Le droit est vivant. En plus, avec les derniers gouvernements et l'ensemble des perturbations du droit du travail, on a quand même eu 6 lois en 2 ans. 6 lois en 2 ans. Des jurisprudences en pagaille, des circulaires ministériels, des décrets de rectificatifs, des lois d'habilitation. À un moment donné, on ne peut plus faire seul. Et les employeurs ne le font pas. Pourquoi les élus le feraient alors qu'ils ne sont pas préparés ? Quand bien même le cadre de la loi ne changerait pas, la jurisprudence, elle est quotidienne, puisque la cour d'arrêt, il y a des arrêts de la cour de cassation quasiment tous les jours, au moins toutes les semaines, qui influent sur le fonctionnement qu'on a depuis 20 ans et qui font que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus ce qu'on faisait hier. La formation, une fois par an, me semble impératif. Alors, une fois par an sur les bases, mais régulièrement. Là, en ce moment, on fait beaucoup de formations sur le RGPD qui touche les élus. Beaucoup d'élus ignorent encore que leurs pratiques sont devenues, elles étaient déjà d'ailleurs contraires à la CNIL, sont aujourd'hui contraires aux lois européennes. Par exemple, j'organise un événement de Noël, je fais un fichier de salariés avec des coordonnées, avec des informations importantes qui immatriculent ces salariés et je l'envoie sans m'assurer que mon fournisseur présente toutes les garanties de protection des données personnelles via un mail non sécurisé. Eh ben, je commets d'innombrables infractions. Ça, c'est l'infraction avec les obligations qu'a le CE vis-à-vis de ses fournisseurs. Celle que le CE a envers lui-même. C'est-à-dire qu'on va faire un colis de Noël. On n'a pas le droit de dire un tel cachère, un tel halal, un tel végétarien, un tel sans gluten, un tel. Ça, on n'a pas le droit du tout. C'est pas que ça ne doit pas sortir de l'entreprise. On ne peut pas opérer de distinction entre les salariés. Lorsqu'on traite de ces distinctions, par exemple religieuses, syndicales, physiques, physiologiques, sexuelles, on est dans la discrimination. De pratiques alimentaires. Oui, mais c'est une discrimination. Donc ça, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que ça serait bien pratique de savoir combien de colis de chaque je vais commander au fournisseur.
mais je n'ai pas le droit de le faire. Donc ça fait partie des choses que par la formation, vous apprenez et que vous pouvez vous retrouver hors la loi tout à fait de bonne foi, avec même le sentiment d'avoir voulu bien faire. Ben oui, parce que ces élus, généralement, ils répondent à une commande, celle des salariés. Je ne mange pas de porc, je veux pas de sucre, je préfère le vin au coca. Au résultat de quoi, au lieu de faire une prestation réellement symbolique qui a une uniformité et qui présente simplement comme objet fêtons Noël ensemble, on en fait un produit commercial où on répond à des commandes et donc en fait nos salariés deviennent de véritables clients, des consommateurs exigeants et un CE débordé. Merci Fabrice. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.